Merci. Je voudrais tout d'abord remercier le bureau de l'Amicale pour l'organisation de ces journées. Si la pathologie inflammatoire articulaire est bien connue par nos rhumatologues, je pense que la pathologie inflammatoire osseuse l'est moins. Et c'est ce qu'on va essayer de voir à travers cette observation. Alors, il s'agit d'une patiente âgée de 30 ans qui souffre depuis le mois de janvier 2018 de lombalgie de type inflammatoire, améliorée partiellement sous paracétamol et codéine. Les radiographies initiales pratiquées en Algérie, donc la radiographie du rachis lombopelvien de face et de profil, normal. La radio du bassin, qui ne montre aucune anomalie. L'évolution s'est faite vers l'aggravation des douleurs lombaires et l'apparition de douleurs pelviennes et de la fosse iliaque droite, l'amenant à consulter un gastro à Tunis 7 mois plus tard, 7 mois après le début de sa symptomatologie. Le bilan pratiqué montre un syndrome inflammatoire prononcé avec une vitesse à 146 et une CRP à 106. Devant donc les douleurs pelviennes qui sont apparues et le syndrome inflammatoire, le gastro demande un examen TDM abdominopelvien et la conclusion, donc ganglion cœliaque, lombo-aortique et iliaque externe de taille centimétrique et infracentimétrique. Donc c'est un scanner qui est normal, donc c'est des ganglions qui sont minuscules, qui n'ont pas de signification pathologique. Voilà les images, les petits ganglions lombo-aortiques et de la fosse iliaque droite. En fait, quand j'ai préparé l'exposé, je ne me suis même pas rendu compte au départ, il n'y avait pas de lésion osseuse qui s'en signalait sur le scanner. Mais en reprenant le CD de scanner et en traitant les images avec les collègues radiologues, il n'y avait pas de fenêtre osseuse. Et quand on a fait le traitement des images, vous le voyez quand même, il y a quand même un aspect qui est anormal, qui est hétérogène, condensé des vertèbres des 12 et des 11. Dans tous les cas, c'est tant mieux, je ne sais pas quel élément a amené le collègue gastroentérologue à Tunis à demander l'IRM. Là, c'est pour montrer en coupe axiale les vertèbres qui ne sont pas normales. Donc, il y avait quand même des anomalies tomodensitométriques au niveau osseux. Le collègue gastroentérologue, toujours à Tunis, demande un complément de bilan. L'électrophorèse, il y a donc un syndrome inflammatoire avec une hyper-alpha-2 et une hypergamma-globulinémie. Le bilan phosphocalcique est normal et surtout les phosphatases alcalis sont normales, ainsi que la parathormone. Il a demandé un bilan thyroïdien qui s'est révélé tout à fait normal. Et il demande donc une imagerie par résonance magnétique, donc les coupes en T1, lombaire, en T2, en T1 fatsaté. Au niveau, donc les lésions ne concernent pas seulement la région lombaire, mais aussi ils sont disséminés sur tout le rachis, au niveau dorsal et au niveau cervical, comme vous le voyez. Et le T1 fatsaté qui montre mieux les images que le T1 simple. Donc, il y a des lésions disséminées au niveau donc, lombaire qui sont en iso ou en hyposignal T1, au niveau lombaire et cervical, et qui sont en hypersignal en T2. Ça, c'est T2, c'est T2 fatsaté, bien sûr, qui montre mieux peut-être les images. Au niveau cervical, donc les lésions des vertèbres cervicales qui sont donc en hypersignal T2. Ces mêmes lésions sont retrouvées au niveau du bassin, au niveau du versant, au niveau du sacrum, au niveau de la iliaque.
Il faut remarquer que la sacro-iliaque est normale, hein. Il n'y a pas d'atteinte de l'interligne sacro-iliaque. Donc les images existent aussi non seulement au niveau du sacrum, au niveau de l'os iliaque, mais aussi au niveau des fémurs, au niveau des métaphyses fémorales. Donc c'est des lésions osseuses en fait disséminées, rachidiennes, mais aussi périphériques. La conclusion de notre collègue radiologue, lésions de remplacement médulaire diffuses du rachis et du bassin, sans retentissement sur le mur postérieur ou d'extension épidurale. Ces aspects évoquent en premier lieu des localisations secondaires ou une hémopathie. Et par conséquent, le collègue gastro-entérologue l'envoie en hémato. L'hémato qui complète le bilan, mais sérologie bruxellienne négative, procalcitonienne négative, LDH négative, le syndrome inflammatoire, comme on l'a vu tout à l'heure. Il a demandé des anticorps antinucléaires qui sont négatifs. Et il a indiqué, devant l'absence d'étiologie, une biopsie vertébrale de D1. Et la biopsie montre des fragments d'os spongieux dont les espaces médulaires sont fibrosés, siège de l'infiltrat inflammatoire moyennement abondant, fait de lymphoplasmocytes et de rares polynucléaires neutrophiles. Il n'y a pas de granulome ni de nécrose caséeuse, et il n'y a pas d'infiltration lymphomateuse. Et l'examen bactérieux, il est négatif. Voilà les coupes montées en 3 cylindres biopsiques. Je dois à la mobilité de notre ami Youssef Mohamed, que je mets ici au passage. Donc les espaces médulaires fibrosés et l'infiltrat inflammatoire moyennement abondant, fait de lymphocytes et de plasmocytes et de rares polynucléaires neutrophiles. Alors, devant l'absence d'étiologie, la patiente m'a été confiée donc, le 14 août 2018 pour bilan étiologique de ces lésions osseuses inflammatoires disséminées. Quand je l'examine, elle a des lombalgies basses, réveillées à la palpation. Il n'y avait pas de syndrome rachidien, son Schobert est à 5 cm. Elle avait des douleurs de l'aine et de la face antérieure de la cuisse, mais l'examen des coxofémorales et des sacro-iliaques est normal. Il n'y a pas de dorsalgie, mais elle avait des lombalgies. Elle n'a pas de cervicalgie, malgré les lésions qu'on a vues au niveau cervical. Il n'y avait pas de douleur articulaire ou de douleur des membres. Il n'y avait pas non plus de signe extra-archidien. En particulier, il n'y avait pas de signe cutané ni digestif. Je vérifie son syndrome inflammatoire qui est toujours persistant, qui est toujours très prononcé, avec une vitesse à 3 chiffres dès le début de sa symptomatologie. Ça fait quand même 8 mois qu'elle a un syndrome inflammatoire très, très prononcé. Sa radio thorax, elle est normale. Alors, devant cette atteinte osseuse inflammatoire, on est pour signal T1 et signal T2, prenons la gadolinium. Devant l'infiltrat lymphocytaire réactionnel, et surtout l'anapathe qui a permis d'éliminer une cause tumorale ou lymphomateuse, le diagnostic d'ostéite inflammatoire aseptique a été retenu. À la première consultation, bon, elle a été traitée quand même par un protocole qui se rapproche des spondyloarthropathies, avec l'association Zeclar-Vibra, anti-inflammatoire et salazopyrine, ce qui a amené à une légère amélioration de ces lombalgies. Je pense que c'est les anti-inflammatoires. Mais le syndrome inflammatoire, il est persistant un mois après. Un mois après, elle a toujours le syndrome inflammatoire. Et le syndrome inflammatoire, il va persister, hein, malgré l'adjonction ou le remplacement plutôt d'une corticothérapie à l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Le syndrome inflammatoire, il est persistant. Donc il est persistant et il y a toujours une vitesse qui est très très élevée. Je refais le bilan, c'est-à-dire 2 mois après le traitement. Sa radio, elle est toujours normale, aussi bien du rachis que la radio du bassin. Et là, on la met donc sous un traitement de fond par le méthotrexate, à 25 mg en IM par semaine, associé au médrol. Et on avait quand même indiqué un traitement par les biphosphonates qui n'a pas été en fait pris parce que la maladie n'a pas pu avoir le biphosphonate. Alors, après 2 mois de la mise sous méthotrexate, je revois la patiente, donc le 17 janvier, 2 mois plus tard, après le méthotrexate,
Elle va bien sur le plan clinique, elle n'a pratiquement plus de lombalgie, son rachis il est souple et le syndrome inflammatoire il a complètement disparu. Sa vitesse est à 24, sa CRP elle est négative et les phosphatases alcalines sont normales d'ailleurs dès le début de sa symptomatologie. Donc le méthotrexate par la suite l'injectable a été remplacé par le méthotrexate comprimé et on a commencé la dégression. Elle ne reçoit actuellement que 10 mg et du celecoxibon comprimé au besoin avec une très belle amélioration. Donc l'ostéomyélite, donc c'est une ostéomyélite chronique récidivante. L'ostéomyélite chronique récidivante est une affection définie par une ostéomyélite multifocale aseptique avec ou sans lésion cutanée. Il s'agit d'une pathologie rare de l'adulte, principalement décrite chez l'enfant et l'adolescent. L'âge de survenue il est de 9 à 14 ans avec des extrêmes de 6 mois à 55 ans et un sexe ratio 2 femmes pour un homme. C'est une pathologie qui est rare, d'ailleurs dans la littérature française, je n'ai pas trouvé beaucoup de cas. Juste au passage pour vous montrer cette observation que j'ai trouvée, qui a été publiée dans le journal de la radiologie, et je crois que c'est la même observation qui a été publiée dans la revue du rhumatisme la même année. C'est un patient de 48 ans qui souffre donc de douleurs sternales d'horaire inflammatoire et qui a un stade inflammatoire très important, et le scanner a montré cette lacune en regard du bord droit du manubrium sternal. Et l'IRM montre aussi pratiquement les mêmes lésions, avec des lésions vertébrales disséminées en hyposignal T1, hypersignal T2, prend le gadolinium, et la biopsie, là aussi, montre une hyperplasie médulaire avec un infiltrat lymphoplasmocytaire réactionnel. Nous pensons que cette ostéomyélite chronique de l'adulte, qui a été décrite au départ chez l'enfant, fait partie de ce qu'on appelle le SAPHO. Je crois que c'est la forme osseuse, c'est la forme isolée du SAPHO. Comme vous le savez, le SAPHO, il désigne l'ensemble des affections ostéo-articulaires et dermatologiques, incluant la synovite, l'acné, la pustulose palmoplantaire, l'hyperostose et l'ostéite. Néanmoins, cette association de symptômes n'est pas toujours présente et il est fréquent que les manifestations dermatologiques n'apparaissent qu'après les manifestations articulaires ou osseuses, rendant le diagnostic difficile. Donc, qui sait que notre patiente ne développe pas secondairement des manifestations dermatologiques éventuellement. Mais dans tous les cas, ça c'est la forme osseuse pure, isolée. D'ailleurs, quand on revient à la littérature, Kahn en 1994, il a proposé 3 critères diagnostiques du SAPHO. Donc, il y avait un critère majeur, qui est l'ostéomyélite multifocale aseptique. Ah, pardon, comment revenir? Voilà. Donc, le critère majeur, c'est l'ostéomyélite multifocale aseptique, et c'est ça l'affection. Donc, la forme isolée, c'est l'ostéomyélite multifocale aseptique, et des critères mineurs que nous connaissons, et qui constituent la forme peut-être la plus connue maintenant du SAPHO, c'est-à-dire l'atteinte articulaire aiguë ou chronique, l'ostéite aseptique et la pustulose palmoplantaire, l'acné sévère et l'hydrosadénite suppurée. Le diagnostic de SAPHO est certain, soit dans le critère majeur, et c'est le cas de notre observation, donc c'est l'ostéite inflammatoire aseptique, soit de l'association de 2 critères mineurs, par exemple une atteinte articulaire et la pustulose, ou d'une atteinte osseuse et l'acné ou la pustulose. D'ailleurs, en revoyant le problème, je me suis demandé si cette appellation d'ostéomyélite chronique récidivante n'est pas une appellation inappropriée. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de revoir ça et de vous vérifier des circonstances particulièrement empêchées, mais je pense que c'est une appellation qui est inappropriée, parce que tout à l'heure, on a dit que le terme d'ostéomyélite qui a été introduit en 1844, implique une atteinte infectieuse de l'os et de la moelle. Et que le terme d'ostéite concerne les processus infectieux, mais aussi les processus inflammatoires non infectieux.
comme on le voit, nous, rhumatologues, donc soit dans les spondylarthropathie, ou dans la spondylarthrose, ou dans le psoriasis, ou dans le SAPHO. Donc le thème ostéite, à mon sens, isolé, ne devrait plus désigner les ostéites infectieuses comme auparavant. Bon, c'est une question que je me pose, que je n'ai pas vérifiée. Peut-être que dans une autre occasion, je vous apporterai des renseignements supplémentaires. Est-ce que ça a été discuté ça? Est-ce que ça a été? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'on l'aura ultérieurement. Alors, dans les 3 minutes qui me restent, rapidement, donc, les principaux sites affectés des ostéites. Donc, dès maintenant, je ne vais parler que d'ostéites inflammatoires et non pas d'ostéomyélite chronique récidivante. Ils affectent les métaphyses et les épiphyses des olons, le squelette axial, le rachis, les articulations sacro-iliaques, les côtes, le sternum. Il peut aussi intéresser le squelette périphérique, l'omoplate, le mandibule. Il y a beaucoup de cas décrits dans la littérature stomato sur l'atteinte de l'ostéite du mandibule, les mains et les pieds. Donc l'ostéite inflammatoire peut être multifocale, et dans ce cas, elle est préférentiellement bilatérale et symétrique, mais il y a des formes solitaires, il y a des formes d'atteinte sternale, d'ostéite isolée du sternum, du maxillaire inférieur, et là dans la littérature surtout stomatologique. L'éthiopathogynie des ostéites inflammatoires reste inconnue. Tout le monde s'accorde à éliminer l'origine infectieuse. C'est pas d'origine infectieuse, bien que il y a des cas où on a retrouvé donc du Staphylococcus aureus ou du mycoplasme ou du Propionibacter bactérie, mais c'est peut-être ce qu'on appelle un phénomène d'entraînement, et ce n'est peut-être pas l'infection en elle-même seule qui est responsable de cette inflammation osseuse, mais l'infection pourrait jouer un rôle dans l'induction d'antigènes potentiels, mais ça reste quand même inconnu. Il est certain que les facteurs génétiques jouent un rôle prépondérant, et ils sont en cours d'étude grâce au modèle de souris atteinte d'ostéomyélite inflammatoire similaire aux ostéites inflammatoires. Le traitement des ostéites inflammatoires, il n'existe aucun consensus concernant la prise en charge thérapeutique du syndrome SAPHO et, je m'excuse, j'ai mis ostéomyélite chronique récidivante, de l'ostéite inflammatoire aseptique. Les anti-inflammatoires antiludiens sont principalement utilisés, associés au traitement de fond par les immunosuppresseurs, notamment le méthotrexate. Je pense que la salazopirine n'a pas de place. Il faut aller directement chez ces malades-là pour les mettre sous traitement. Il faut les traiter comme la pathologie inflammatoire, en quelque sorte articulaire, par un traitement de fond par le méthotrexate. Une évolution favorable est également remarquée par l'administration de biphosphonates, mais je me demande quelle est la place des bisphonates. Vous avez vu que la patiente n'a pas reçu donc quand même de bisphonates. C'est vrai que je n'ai pas peut-être suffisamment de recul. Peut-être qu'on n'a pas de contrôle IRM pour voir comment ont évolué les lésions sur le plan IRM et sur le plan histologique. Mais on peut se demander quelle est la place des bisphonates. L'indication d'une antibiothérapie à la phase initiale, en similarité avec les spondylarthropathies, est discutable. Voilà, on est à l'heure.